Bonsoir à tous. Donc bienvenue sur la chaîne Twitch de Codeur en scène. Donc bienvenue sur la chaîne Twitch de Codeur en scène. Donc bienvenue sur la. Donc ce soir nous accueillons Nicolas Frankel qui va nous parler de l'introduction au stream processing. Comme d'habitude, je rappelle que Codeur en scène, c'est l'association du Microsoft User Group, de NuxD, du Normandy Jug, du Rouen.js, du Normandy Agile et de l'Amazon Group de Rouen. Et donc, on remercie tous nos sponsors qui nous permettent de faire tenir ces meet-ups en ligne et habituellement nos meet-ups en présentiel. Altitude Infrastructure, Atineos, Beer Studio, Digit, Imagile, Invoque, NWX, Sagi, WixiWeb et sans oublier la métropole Rouen-Normandie. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre le Slack si ce n'est déjà fait ou à nous envoyer un mail, contact@Codeur en scène. Et pour tout ce qui est les autres réseaux, vous trouverez ça sur le site de Codeur en scène. Une dernière petite annonce avant de laisser la parole à Nicolas. Je vous donne rendez-vous, donc nous vous donnons rendez-vous tous les mardis et jeudis de novembre et jusqu'au 1er décembre à partir de 21 h pour les conférences annuelles qui, cette année, situation sanitaire oblige, se dérouleront uniquement en ligne et sur Twitch. Par commodité, si vous pouviez quand même vous inscrire sur la plateforme Meetup pour qu'on ait une petite idée du nombre de personnes qui vont venir, c'est mieux, mais sinon, ce n'est pas très grave. Vous pouvez quand même venir assister à la scène Twitch qui est ouverte à tout le monde. Et donc, on commencera le 3 novembre par la keynote où on accueillera Captain Dev, alias Emmanuel, qui va nous parler de pourquoi tout bon développeur devrait pratiquer des tests automatisés. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera nombreux tout au long du mois de novembre. Et je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. Voilà. À toi, Nicolas. Merci, Yann. Bonjour à tous. Merci d'être là. Écoutez, je suis très content d'avoir été invité. Je crois que c'est mon premier talk en français cette année. Ça me fait vraiment plaisir parce que parler en anglais, c'est vraiment pénible tout le temps. Tout le monde se moque de mon accent, etc. Bon, bref, je suis français, quoi. Je m'appelle Nicolas Frankel et avant d'être développeur advocate, j'ai fait pas mal de techniques. J'ai commencé il y a, ça fait 20 ans. J'ai été, je suppose, comme beaucoup d'entre vous, consultant. Donc, j'ai fait un petit peu tous les postes. Et puis, l'industrie du service, c'est très formateur, c'est très sympa. Mais au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes problèmes. Et ce n'est pas forcément des problèmes techniques, c'est des problèmes organisationnels. Et on se retrouve limité le fait qu'on ait un rôle technique, donc on ne peut pas changer l'organisation et on se retrouve à devoir coder les mains attachées dans le dos. Une fois, je travaillais dans une banque, par exemple, je devais créer une application en 3 mois, ce qui est gérable. C'était pour une application de reporting, mais je n'avais pas le droit d'accéder au serveur SVN. En fait, mon chef a dû installer un serveur SVN et il devait synchroniser le serveur Subversion tous les soirs, ce qu'il ne faisait pas parce qu'il avait autre chose à foutre aussi. Et je n'avais pas aussi accès aux données anonymisées. Voilà, donc c'est le genre de truc qui est un petit peu pénible à force. Donc depuis 2 ans, j'ai changé de carrière et je suis devenu développeur advocate. Donc en gros, je fais des talks, je fais des POC. Puis comme ça, si vous m'écoutez, c'est cool. Puis si vous ne m'écoutez pas, c'est pas très très grave. C'est triste, mais c'est pas très très grave. Alors que quand on est consultant et qu'on est sur un projet et que le client ne vous écoute pas, puis que 6 mois après, ce que vous avez dénoncé, ça se produit, c'est un petit peu pénible. Bref, je travaille pour une boîte qui s'appelle Hazelcast. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. On a 2 produits. Notre premier produit, c'était une in-memory data grid. Et en général, on décrit une in-memory data grid par la capacité d'une structure de données à pouvoir être distribuée sur différents nodes en réseau. Donc, généralement, ce qui est la structure de données qui est la plus utilisée, c'est une HMAP, donc nous, ce qu'on appelle une IMAP. Et on est capable de la sharder ou de la répliquer et donc de la distribuer sur tous les nœuds d'un réseau. L'autre produit s'appelle Jets, et en fait, on va utiliser les capacités de IMDJ pour faire du stream processing. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, parce qu'après, je vous montrerai comment ça fonctionne.
Je suis assez content parce que depuis que je suis chez Hazelcast, j'ai réussi à lancer le Google Summer of Code. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Google Summer of Code, chaque été, Google subventionne des étudiants, donc paye des étudiants pour qu'au lieu qu'ils aient un job qui n'a rien à voir, ils puissent contribuer à de l'open source. Et donc, si vous êtes étudiant ou si vous connaissez des étudiants, on accueille des étudiants pendant je crois que c'est 3 mois l'été. Et donc, il peut faire sa première expérience open source sur des sujets qui ne sont pas forcément triviaux. Donc, je pense que comme tremplin quand on est étudiant, c'est vraiment intéressant. Une chose que je n'ai pas dit, Yann a la gentillesse de bien vouloir faire modérateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et Yann se fera un plaisir de les lire. Depuis 6 mois, depuis qu'il y a eu la quarantaine et tout ce gros boxon, je parle beaucoup à mon écran et même mon côté un petit peu introverti, je manque de contact humain. Donc, plus cette présentation interactive, plus moi je vais passer un bon moment et vous aussi, j'espère. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de souci, on va faire comme ça, Nicolas. Là, il y a déjà 28 personnes qui te regardent et qui t'écoutent. Alors, je ne sais pas s'ils appliqueront tous tes conseils, mais au moins, ils sont là. On a déjà des bonjours, Canthéos, Zénéris, Arnaud, Johan. Voilà, donc pour l'instant, pas de questions, mais je pense que ça ne va pas tarder. Cool. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est ouvert. Donc, l'agenda pour ce soir, c'est déjà pourquoi le streaming? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire du stream processing? Différentes manières de faire du stream processing. Donc, je parlerai un petit peu d'Hazelcast Jet, mais je ne voudrais pas trop faire de marketing direct. Pour la démo, j'utilise un endpoint Open Data, donc je parlerai un petit peu de l'Open Data et je parlerai d'une spécification, parce que ma démo à la fin, c'est de vous montrer sur la carte de Suisse la position en semi-temps réel, en quasi-temps réel de tous les transports publics. Donc, j'ai besoin de vous expliquer 2-3 trucs avant de le faire. Donc, pour ça, il y a une spécification. Et puis, à la fin, je finirai par cette démo qui, j'espère, vous trouvera intéressante. Donc, au tout départ, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à bosser, donc il y a 20 ans, on utilisait des bases de données SQL. Quand j'étais chez Casino, par exemple, c'était Microsoft SQL Server. Par contre, même ces bases de données SQL, on se rendait compte quand même qu'elles ne remplissaient pas toutes les fonctionnalités qu'on attendait d'elles. Et typiquement, on devait faire de l'ETL, Extract Transform Load, au moins dans 2 cas. Le premier, c'est pour faire des analytics. Par exemple, j'ai mon exemple tarte à la crème, le responsable du supermarché qui veut les ventes de la dernière heure pour pouvoir dire là, on n'a pas assez vendu de fromage, donc on fait une réduction de 5% sur le rayon fromage. Juste, Nicolas, je t'interromps. On n'a pas ton partage d'écran. Ça n'aide pas beaucoup. C'est ça. Ça n'aide pas beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. N'hésite mais pas à c'est les aléas intervenir. Comme quoi, c'est en direct, on ne triche pas, c'est pas préenregistré. C'est très bien. Voilà, donc les analytics et le reporting. Donc, au niveau du reporting, généralement, votre relevé de compte mensuel ou annuel, alors ça dépend des pays. En France, je crois que c'est mensuel. En Suisse, c'est mensuel et annuel. On vous envoie un petit papier. Et pour ces 2 cas d'utilisation, une base de données SQL, ce n'est pas forcément super intéressant. C'est pas vraiment intéressant, en fait, parce que dans ces 2 cas, ce qu'on veut, c'est lire. Et les bases de données SQL, en fait, elles sont très focalisées sur le fait que la donnée qu'on écrit, elle soit correcte. Vous avez des contraintes, etc. Et donc, en fait, ces bases de données SQL, elles sont normalisées. Donc, vous allez avoir des trucs bêtes comme des formes normales. Vous allez avoir, donc, si vous appliquez au moins 3 formes normales, vous allez avoir des jointures. Vous allez avoir des contraintes sur les types, etc. Et le problème de ça, c'est que dans le cadre de l'analytics,
c'est pas super intéressant. Vous savez que plus on va faire de jointures, plus votre requête, elle va être lente. Et l'analytics, hein, typiquement les ventes de la dernière heure, bon, dans le cadre d'un supermarché, ce n'est pas forcément super intéressant, puisque le volume de données peut être quand même assez réduit, et donc on peut avoir des performances qui ne sont pas forcément dégradées. Mais plus vous augmentez votre volume de données et plus vous voulez la donner rapidement, bah, plus ça va poser des problèmes de perf. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un ETL, parce qu'on va avoir des gens qui vont écrire dans la base, et on va avoir des gens qui vont lire dans la base. Et utiliser la même base de données, ça ne fait pas forcément du sens pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc même à l'époque, on se disait, ah ben, on va avoir 2 bases de données. On va avoir une base de données transactionnelle et une base de données data warehouse. Et donc, on prenait les données de la base de données SQL, on a appliqué notre transformation si nécessaire, et généralement c'était nécessaire parce qu'on voulait dénormaliser les données, et on les mettait dans une autre base, dans le data warehouse, et ce data warehouse servait à faire de la lecture généralement. Et ça, c'était fait par des batchs. D'ailleurs, je pense que c'est toujours fait par des batchs, et je pense que si vous travaillez dans le milieu bancaire, qui est aussi, je prends souvent l'exemple du milieu bancaire, parce que ce n'est pas un milieu qui évolue, on va dire, très, très rapidement. Les batchs sont partout. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous vois pas, mais je suis quasiment sûr que vous avez déjà, sinon, fait des batchs, au moins maintenus ou vu des batchs en action. Et les batchs ont... Je suis désolé, j'utilise des mots anglais, les traitements par l'eau, mais les batchs, c'est tellement plus rapide à dire. Les batchs, en fait, ont 2 propriétés. D'une part, ils sont généralement planifiés à intervalles réguliers, journaliers, annuels, etc. Et ils sont exécutés dans un temps spécifique. Ça prend du temps, uniquement de lire la donnée, pour pouvoir la transformer et l'écrire après, ça prend un certain temps. Et en fait, ce modèle-là, il marche super bien jusqu'à ce qu'il ne marche plus trop, en fait. Et là aussi, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais vous faites votre batch, tout va bien, et puis le volume de données à traiter, il augmente tranquillement. Et puis un jour, vous vous rendez compte que la durée d'exécution du batch précédent, elle a dépassé le moment où le batch suivant devait commencer à s'exécuter. Et ça commence à faire très, très, très mal. Vous avez d'autres problèmes qui sont un petit peu moins fréquents, mais qui arrivent également. C'est quand vous commencez à avoir un batch qui prend trop d'espace par rapport à sa capacité. Troisième problème assez fréquent, qu'est-ce qu'on fait quand le batch il plante au milieu d'une exécution? Alors, pour répondre à la dernière question, vous allez me dire, c'est facile, on va prendre un curseur, et puis derrière, on va juste gérer des petits bouts de data. Alors ça, OK, il y a 2 problèmes à partir de là. C'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une nouvelle donnée qui arrive pendant qu'on restarte le batch. Ça allonge la durée d'exécution du batch, donc en fait, ça augmente la probabilité qu'on ait un overlap avec la prochaine exécution. Et puis, une fois qu'on a le curseur et puis qu'on est au milieu, qu'est-ce qui se passe sur la donnée qu'on a déjà traitée? On doit gérer les transactions, bref. Donc, c'est les problèmes du batch. Et c'est des problèmes, on a l'habitude de les gérer, on a des workarounds, mais ce n'est pas super fun. Et le concept de qu'est-ce qui se passe quand la durée d'exécution du batch elle augmente, le premier réflexe atavique, j'ai envie de dire, c'est c'est pas de problème, on va scaler verticalement. Donc on va mettre plus de RAM, plus de CPU dans la machine pour pouvoir traiter ça plus vite. Et puis au bout d'un moment, on atteint les limites de la scalabilité verticale. Et on dit, on va essayer de faire de la scalabilité horizontale. Le problème de toutes ces belles bases de données SQL, c'est que, en tout cas à l'époque, et il me semble encore maintenant, la majorité d'entre elles,
elles ne sont pas du tout sur un mode parallélisable. Elles sont sur un modèle, j'ai un nœud primaire et j'ai des nœuds secondaires. Et en fait, je suis dans un mode failover, c'est-à-dire que si mon nœud primaire il pète, bah, un des followers peut prendre le relais et devenir le nœud primaire. Mais par contre, en général, elles sont incapables de traiter de la donnée en parallèle. Si on commence à rentrer dans ces problématiques-là, on arrive à comment on gère une transaction alors que la transaction elle est distribuée. Enfin, non, on n'arrête pas. Pour gérer ces problèmes-là, à un moment, il y a quoi? Il y a 10 ans déjà, peut-être 15, je ne sais pas, on a dit, on fait le constat que les bases de données SQL, en fait, elles ne sont pas faites pour ça. Les bases de données SQL, elles sont faites pour faire de la transactionnalité, elles sont très bien faites pour ça. Mais derrière, quand on veut traiter de la donnée, quand elle commence à augmenter, on a besoin de paralléliser les choses. Et donc, on a eu tout le mouvement rouleau compresseur, big data, NoSQL, etc. Et donc, NoSQL, avant, c'était NoSQL. Maintenant, après, ça a été Not Only SQL, et maintenant, on revient en disant « Ah oui, mais c'est non, virgule, SQL ». Bref, pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'autres problèmes qui sont apparus. Vous connaissez sans doute la courbe du hype du Gartner. Donc, tout le monde a dit ouais, NoSQL, c'est trop bien, ça résout tous nos problèmes. Ouais, alors c'est vrai que ça résolvait beaucoup de problèmes qui existaient, mais ça crée de nouveaux problèmes. Un des problèmes, un des arguments marketing du NoSQL, en général, j'englobe, je ne veux pas me focaliser sur une base de données spécifique, c'est de dire mais regardez, vous, avec vos bases de données SQL, vous êtes obligé de penser à un schéma, et de toute manière, votre métier il change super souvent, donc votre schéma, vous êtes obligé de le changer tous les 4 matins, et derrière, ça pose des problèmes de gestion des données. Nous, en NoSQL, on n'a pas de schéma. Bon, c'était déjà un gros mensonge. De toute manière, vous allez avoir un schéma. La question, c'est de savoir, le schéma, si vous voulez que ça soit un schéma qui vous contraint quand vous écrivez et qu'on vous garantit que les données, quand elles sont dans la base, elles ont une certaine structure, ce qui fait que quand vous les lisez, vous avez confiance dans la structure qui vous a été donnée, ou c'est effectivement, vous pouvez... Alors, déjà, même des bases de données NoSQL comme Elasticsearch ont un schéma. Il va être plus implicite dans certains cas qu'explicite, mais il y a un schéma. Si vraiment vous n'avez aucun schéma, ça veut dire que votre donnée que vous stockez, elle est informe. Et donc, quand vous allez la lire, l'application qui va la lire, elle va devoir se poser plein de questions existentielles pour dire quelle structure a la donnée que je suis en train de lire. Donc, ça pose des problèmes. Et quand on fait donc ça, c'est la différence entre le schema on write ou le schema on read. Et quand vous faites un schema on write, vous mettez plus de temps à écrire, c'est sûr. Mais par contre, quand vous lisez, ça vous pose beaucoup de problèmes. Quand vous faites du schema on read, l'écriture, elle est super rapide. Et par contre, quand vous devez traiter la donnée en lecture, ça devient beaucoup plus problématique. Depuis, on a dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas un concept tout simple qui existe déjà en programmation, qui est l'événement. Donc, en fait, quand on voit la donnée en termes d'événement qui arrive, l'acte d'écriture en tant qu'événement qui arrive, on peut dire ça, c'est un événement, et on va traiter un batch, parce qu'il faut considérer que c'est un batch, mais c'est un batch qui prend en compte que on va dire l'enveloppe de données qui arrive. Donc, on va tout gérer sous forme d'événements. Et ça a quand même beaucoup de bénéfices. Alors, ça a aussi d'autres problèmes. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a encore aucune technologie qui a tué toutes les autres. Sinon, on la ferait toutes. Déjà, ce problématique de mémoire, où quand vous faites un traitement par batch, vous devez tout mettre en mémoire et au bout d'un moment, vous éclatez votre mémoire. L'enveloppe d'un événement de data, elle est beaucoup plus réduite. Donc, par rapport à la mémoire, c'est beaucoup plus facile. Pour la même raison, c'est plus facile de la gérer derrière, puisque votre événement, votre donnée est réduite. Et il y a un paradigme qui est vraiment super intéressant, c'est que plutôt
de faire du pool à chaque fois où on va prendre une base de données pour la mettre dans une autre base de données. Vous faites du pool. Et donc, quand vous faites du pool, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus proche du temps réel, en sachant que le temps réel n'existe pas. Il y a toujours un délai de traitement, même de temps de transfert réseau, donc le temps réel n'existe pas. Par contre, on peut dire qu'on est en simili-temps réel, en fonction de ce que vous faites. Et on peut voir votre base de données, donc, qui est le résultat, comme de la donnée dérivée de votre source de vérité. Si vous êtes dans le monde Java, que je connais bien, ou si vous êtes dans un autre monde que je ne peux pas connaître, mais en tout cas, moi j'ai vécu le passage de Java 7 à Java 8, c'est vous rentrez dans le monde des streams Java 8. C'est-à-dire que maintenant, votre jeu de données qui au départ était limité, c'est-à-dire que vous preniez un chunk, un morceau, et vous le traitiez, en fait, vos morceaux, ils vont rétrécir en taille, et surtout, ils ne vont jamais s'arrêter, parce qu'à chaque fois, vous pouvez récupérer plus de données. Donc maintenant, on est dans le monde de l'infini. Ça permet de faire des choses intéressantes. Ça permet de faire des choses, par exemple, des streams avec de l'état. Un exemple de stream avec de l'état, on va pouvoir faire de l'agrégation, donc des sums, des averages, des choses comme ça, et sur des fenêtres de temps. Deux types de fenêtres. Les fenêtres qu'on appelle les sliding windows. Donc, vous allez dire, j'ai une fenêtre qui dure, je ne sais pas, 2 minutes. Et puis, toutes les 5 secondes, elle avance un petit peu. Ou alors, vous avez des tumbling windows. Et là, en fait, vos fenêtres, elles ne se overlappent jamais. Donc, si vous avez une fenêtre de 5 minutes, vous avez 5 minutes. Et à la fin des 5 minutes, hop, c'est une nouvelle fenêtre qui commence, etc. Donc, généralement, avec ces deux concepts, vous pouvez embrasser la totalité de ce que le métier peut vous demander. Et en fait, le streaming, c'est juste un ETL, donc un extract transform load qui est un peu intelligent. Vous pouvez lire de n'importe quelle source et vous pouvez écrire. Alors, de n'importe quelle source, je m'entends. De beaucoup de sources et en fonction du produit, si vous avez les bons adapteurs de n'importe quelle source. Et vous pouvez écrire dans n'importe quelle cible. Et derrière, vous avez la possibilité de combiner ça, de combiner plusieurs streams ou même d'enrichir vos streams. Un truc qui peut être que je vous montrerai dans la démo, c'est que j'ai un stream avec uniquement de la donnée dynamique qui m'arrive et j'ai des références vers de la donnée statique. Donc, je vais récupérer la référence non pas via son ID, donc j'ai un ID, puis je vais le remplacer par l'intégralité de l'événement, par exemple, de la référence, pour un événement complet. J'en parlais, vous pouvez faire du windowing. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est que la plupart des plateformes, sinon toutes les plateformes de stream processing, vous pouvez distribuer le load sur plusieurs nœuds. C'est l'essence même du concept et vous pouvez atteindre une scalabilité horizontale. Alors, bien sûr, pas infinie, mais en tout cas, vous pouvez avoir des performances de traitement qui sont bien supérieures à celles que vous pouvez avoir avec un seul nœud, même avec une giga machine. Et bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec les streams classiques dans vos langages de programmation, c'est-à-dire des filters, des maps, etc. Et maintenant, si on est dans le royaume du stream processing, ça vous ouvre un domaine de possibilités énormes. Donc, vous pouvez avoir des dashboards en temps réel. Alors, plutôt que de dire, je vais demander à mon informaticien, ou peut-être que j'ai un batch qui le fait automatiquement, hey, tu peux lancer le batch pour avoir mes ventes de la dernière heure, vous avez le flux d'informations qui arrive de manière continue. Si on raisonne de la manière suivante, le fait de dire, je prends une tranche d'heure, par exemple, je vais dire, alors je veux les ventes de 9h à 10h pour que de 10h à 11h, je puisse faire une promo sur le bon rayon si nécessaire. C'est une vue de l'esprit. La vente, qu'elle se fasse à 10h-1 ou à 10h01, le directeur des ventes, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre le plus possible en gérant ses stocks, etc. Donc, le fait d'avoir ces tranches, c'est artificiel et ça ne sert à rien. En plus, le batch, il va prendre du temps à tourner. Donc, potentiellement, peut-être que votre information
que vous vouliez avoir pour démarrer votre heure à 10 heures, vous voulez avoir à 10h01 ou à 10h02. Donc déjà, vous allez perdre 2 minutes. Donc, le concept, c'est de dire, si vraiment on veut raisonner en heures pour X ou Y raison, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une information en temps réel. Et par exemple, déjà à 10h moins 10, on aura toute l'information des 50 premières minutes. Et oui, ça peut changer dans les 10 dernières minutes de l'heure, mais ça donne déjà une bonne tendance. Et donc, on peut anticiper la décision. Donc, on aura la donnée qui sera un petit peu erronée, mais on l'aura en avance. Et ça, c'est la plupart des analytics ou des outils d'aide à la décision sont orientés ça. Le fait que la donnée elle soit mathématiquement correcte, là, on s'en fout. Les outils d'aide à la décision, si vous avez vendu 10 000 euros l'heure d'avant ou 10 002 euros ou 9 988, ce n'est pas très important. Ça vous donne une idée suffisamment intéressante pour dire « Ah bah ok, alors là, je vais augmenter mon chiffre d'affaires » ou « Là, c'est bon, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires ». On peut aussi utiliser en combinaison avec le machine learning les données que vous récupérez en flux continu pour faire des prédictions sur les 5, 10, je ne sais pas, prochaines minutes. Si vous êtes un peu vieux comme moi, il y a 5 ans, 10 ans, il y a un truc qui était super à la mode, c'était le Complex Event Processing, le CEP. Avec les Enterprise Service Bus, c'était le grand truc à la mode et ça allait révolutionner l'univers et surtout, ça n'a jamais vraiment marché. Parce que donc, le Complex Event Processing, c'était exactement ça. Vous aviez un bus d'entreprise, puis vous aviez des événements qui étaient publiés dedans, et puis il y avait de la logique dedans qui permettait de dire « Ah, alors ces deux événements, en fait, ils sont corrélés, donc j'en déduis quelque chose. » Je ne sais pas… J'ai une question Oui. dans le chat pour toi, Nicolas. Oui. Il y a Arnaud qui nous demande, du coup, qu'est-ce qui se passe si mon système est down, vu que c'est basé sur des events, est-ce que je perds des données ou est-ce qu'on s'en fout? Enfin, ou est-ce qu'on s'en fout? Alors, vu qu'on n'est pas obligé effectivement d'avoir quelque chose d'hyper précis. Voilà. Alors, ma réponse en général, c'est « it depends ». Est-ce que tu t'en fous? Ça dépend. Ça dépend de ton code d'utilisation, Arnaud. Par exemple, si ton système il est down pendant 2 secondes et que tu veux mesurer pour toute l'heure, à moins que tu aies eu un pic juste pas de bol pendant ces 2 secondes et que c'est ton chiffre de vente, effectivement, tu peux dire que tu t'en fous. Après, je vais venir juste après. Un événement, ça ne veut pas forcément dire que c'est en mémoire. Donc, je vais juste changer de slide. Donc, je te remercie de me faire cette magnifique transition. Un événement, ça peut être persisté également. Donc aujourd'hui, je pense qu'aucun de vous n'ignore Kafka. Je mentionne juste que Kafka domine clairement le marché. J'entends de plus en plus une petite musique sur des problématiques de scalabilité quand vous devez augmenter le nombre de nœuds, un cluster, vous devez rebalancer les topics. J'ai entendu dire, alors clairement, comme je suis développeur advocate, je suis le roi du Hello World et donc je n'ai aucun retour d'expérience au niveau production. Par contre, le peu que j'ai compris, c'est que Pulsar peut scaler les nœuds de traitement indépendamment des topics. Donc, si vous avez aujourd'hui aucun gestionnaire d'événements persistants, évaluez bien Kafka, évaluez bien Pulsar avant de prendre une décision. Mais effectivement, Kafka, c'est une base de données d'événements qui a des propriétés sympas. La première chose, c'est que c'est distribué. Donc là aussi, c'est fait pour être parallélisé. Comme ta question l'indique, là, par exemple, tes événements, ils vont être écrits sur disque. Et derrière, on va pouvoir s'abonner à ces événements qui vont être écrits dans un truc kafkaesque qui s'appelle un topic. Et le gros avantage par rapport aux technologies précédentes, c'est que derrière, chaque consommateur, ou consumer group en Kafka, mais on va dire consommateur pour simplifier, va pouvoir conserver
la trace des événements qu'il a déjà lus. Donc, lui, il va garder son curseur. Et puis derrière, les événements, ils peuvent être écrits très, très rapidement. Ils peuvent être écrits plus rapidement que mon consommateur peut les lire pendant un certain temps. Ce n'est pas très grave. Il va continuer à les écrire. Et puis moi, je vais les lire à mon rythme. Et puis quand, je ne sais pas, la source sera calmée, je vais peut-être pouvoir rattraper le truc. Donc, avantage de Kafka, c'est persistant. Et désavantage qui va avec, c'est qu'il faut écrire sur disque. Et quelle que soit la chose que vous fassiez, écrire sur disque, ça prend du temps. Et donc, on a des problématiques de « Ah, oui, mais on veut être plus rapide. » Donc, on va avoir seulement un acknowledgement. Donc, il y a un des nœuds du cluster qui gère le topic qui va dire « Ah, c'est bon, moi, je l'ai bien reçu. » Si ce nœud-là, il tombe, on perd aussi l'événement. Alors, on va dire « Ah, je veux que tous les nœuds ils fassent un acknowledgement comme quoi ils l'ont bien reçu et ils l'ont bien écrit. » Ah ouais, mais dans ce cas-là, ça prend plus de temps. Donc, c'est comme d'habitude, il n'y a jamais de solution parfaite. Kafka très très bien. Vous gardez les événements, c'est persistant. En échange, vous êtes sans doute beaucoup plus long que des technologies in-memory. Et là, c'est ma partie sur les moteurs de gestion de flux en mémoire. Donc, Jet, bien sûr. Un des concurrents, c'est Flink. Mais ce n'est pas les seuls. Typiquement, il y en a beaucoup qui sont sur le cloud aussi, Kinesis ou PubSub. J'en profite pour mentionner quelque chose que je n'ai pas encore creusé, mais qui me semble intéressant. Il faut vraiment que je me penche dessus. C'est Apache Beam. Et en fait, Apache Beam, c'est une API qui permet d'abstraire le moteur qui est derrière. Donc, avec beaucoup de pincettes, parce que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, le concept même de stream processing, c'est toujours le même. Comme d'habitude, le diable est dans le détail. Donc, en fait, Apache Beam essaye d'être cette sorte d'abstraction pour que potentiellement, vous puissiez dire « Ah, aujourd'hui, j'utilise Flink, mais demain, je sais que les performances de Jet sont bien meilleures. » Donc, en fait, j'ai toujours utilisé Beam. Mon code client, il est agnostique par rapport à l'implémentation. Je vais remplacer Flink par Jet et tout va bien se passer. Alors, le problème, c'est que comme il n'y a pas de standard dans le stream processing, ce n'est pas comme le SQL où tout le monde s'est mis autour d'une table et dit « Bon, on va tous faire les choses en ayant une API standard. » C'est assez leaky. Mais je pense que ça peut être quand même assez intéressant. En tout cas, ça peut vous donner un petit peu d'air si vous avez peur d'être en plein vendeur lock-in. Donc, Jet. Jet, c'est un produit open source, Apache 2. Son mode de déploiement facile, c'est une librairie en jar. Donc, je fais l'hypothèse que la plupart des gens qui nous regardent sont des développeurs Java. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Mais typiquement, vous allez lancer votre application. Jet va être en jar et donc vous allez lancer Jet à partir de là. Comme je le disais, on utilise pas mal de capacités de l'in-memory data grid, mais typiquement, c'est notre toutouille interne, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Et un des gros avantages de Jet, à mon sens, c'est que si vous êtes plutôt aujourd'hui orienté batch, vous changez une ligne dans votre code et vous pouvez basculer en streaming. Donc, vous pouvez commencer sur un modèle batch avec traitement par lot qui va bien. Et quand vous êtes plus à l'aise ou quand vous avez le besoin qui apparaît, faire du streaming. Bien sûr, c'est un produit open source, mais comme on doit me payer, parce que oui, malheureusement, j'ai cette problématique que je dois être payé, on a un produit enterprise qui, lui, est payant, qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Mais dans tout ce que je vais vous montrer par la suite, tout est open source et gratuit. Free as a bird, free as a beer. Donc, Jet, et en l'occurrence, la plupart des moteurs de traitement par flux définissent deux concepts. Le concept de pipeline, donc là, c'est du code déclaratif. Vous allez dire, ah, je lis de telle source, puis je veux faire telles étapes, et puis je vais écrire dans tel target. Et derrière, c'est comme quand vous avez une lambda en Java, c'est du code. Et tant que vous n'avez pas exécuté la lambda, ça ne coûte rien. Et puis après, le client va prendre ce pipeline et il va le soumettre au moteur d'exécution. Et
ça va être le moteur d'exécution qui va envoyer, enfin déjà qui va lire, parser, etc., qui va savoir ce qu'il faut faire et qui va déployer le pipeline sur les différents nœuds en parallèle. Donc, c'est lui qui est responsable de ça. Et une fois qu'il a été déployé, le pipeline devient un job. Je parlais du mode de déploiement. Donc, le diagramme à ma gauche résume ce que je disais. Vous avez votre application et derrière, vous avez un embedded JetNode. Et derrière, si vous avez besoin de scaler, vous allez créer plusieurs applications. Jet, par défaut, utilise le mécanisme d'IMDG. Donc, on va broadcaster sur le network. Ils vont se reconnaître, tous les nœuds vont se reconnaître et ils vont former automatiquement un cluster. Ça, c'est super bien quand on veut jouer avec au départ. Par contre, c'est un problème, c'est quand on veut scaler horizontalement, ce qui est vraiment l'objectif. Vous êtes obligé de scaler votre application en même temps que vous scalez votre cluster Jet. Deuxième problème, vous partagez la même JVM et il y a de grandes chances que si vous vouliez configurer et fine-tuner votre JVM, les requirements de votre application soient différents des requirements du nœud Jet. Donc souvent, ce qu'on va faire, on va commencer en mode embedded, et puis quand on va vouloir être beaucoup plus performant ou aller en prod, on va basculer sur le système à droite. Donc derrière, on va découpler les deux. On a donc un mode client-serveur. Vous pouvez lancer Jet comme à la ligne de commande. Généralement, ce n'est pas forcément une excellente idée. Donc, on a une image Docker et derrière, on a une chart Helm qui vous permet de l'utiliser si vous utilisez Helm. On peut utiliser Docker Compose. Enfin, à partir du moment où vous avez une image Docker, vous faites ce que vous voulez. Et là, vous pouvez les scaler de manière indépendante. Vous pouvez fine-tuner vos JVM de manière indépendante. Avantage supplémentaire, une fois que vous avez découplé, en fait, votre application n'est plus obligée d'être une application Java. On a plusieurs stacks. Donc, on a Python, C#, Node.js, C++, Go. Je crois que je n'en ai pas oublié. Donc, vous pouvez avoir un cluster de JVM et puis derrière, être vous-même une boîte qui fait, je ne sais pas, du Node.js. Ça pose aucun problème. Donc, Hazelcat.jet, c'est juste pour vous donner une idée, mais typiquement, c'est le même diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf que là, je détaille de manière un peu plus poussée ce qui est possible. Donc, par défaut, on a des connecteurs pour Kafka, on a des connecteurs pour MDG, bien sûr, on a des connecteurs pour le file system, pour des sockets. On a un connecteur pour un truc qui est assez hype ces temps-ci, qui s'appelle le CDC, le Change Data Capture. Donc, typiquement, si vous avez un événement qui arrive, un update ou un delete ou un insert dans une base de données, vous êtes peut-être au courant qu'il y a un connecteur Kafka qui s'appelle Debezium qui va permettre, en gros, d'écouter ce qui se passe sur votre base de données, de lire un fichier spécifique propriétaire de votre base de données et de le transformer en événement pour l'écrire dans Kafka. On peut faire ça, et après, derrière, avec Jet, lire le topic Kafka. On peut aussi, on a un connecteur qui va directement hacker Debezium, la librairie comme elle est faite, et directement envoyer ça en tant qu'événement dans Jet lui-même. Un des gros avantages de Jet, dont je parlais tout à l'heure, imaginez que vous avez besoin d'enrichir votre flux. Donc, typiquement, je disais, normalement, les événements que vous recevez, on veut essayer qu'ils soient les plus petits possibles. Donc, on va envoyer des références avec des identifiants. Et puis, derrière, si vous allez vouloir enrichir et dire, voilà, j'ai l'ID Toto, ça correspond à quoi l'ID Toto, et puis faire en sorte que l'événement, par exemple, votre payload JSON, il soit complet pour pouvoir être traité de manière globale. Si à chaque fois que vous avez un ID Toto, vous êtes obligé d'aller lire dans une base de données, le fait que l'intérêt que tout se passe en mémoire, il est vraiment très, très faible. Donc, ce qu'on va faire, on va précharger à partir des bases de données tout ce qu'on peut dans MDG, et puis derrière, l'enrichissement, il va se faire directement en mémoire. Et normalement, Hazelcast, Jet
a un cluster MDG qui est embedded. Donc, vous mettez tout au même endroit, tout est en mémoire. Alors, bien sûr, sauf si vous le distribuez sur le réseau, mais dans ce cas-là, tout ça, c'est fait pour. Et derrière, on va récupérer la donnée et ça va aller de manière, ça va être très, très rapide. Bon, même chose, tac, 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 les connecteurs, on en a toute une tripotée. Quelque chose qui est, à mon avis, intéressant à savoir, c'est que si un connecteur, soit en lecture, soit en écriture, n'existe pas, on a une API qui permet de le faire, et c'est ce que je vais vous montrer dans la démo. Juste pour vous montrer, donc j'ai parlé de la distribution à travers plusieurs nœuds du réseau. Vous avez la même distribution qui se fait au niveau du nœud même. Donc, quand vous devez distribuer du computing sur un seul nœud, on est capable de le faire sur plusieurs processeurs à la fois. Et bien sûr, certaines opérations ne sont pas distribuables, donc il est possible de les marquer et dire bah, ça, je ne veux pas que ça soit distribuable. Donc dans ce cas-là, bah, c'est traité sur un seul process. Donc ça, c'est la partie stream processing. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer sur l'open data. Une fois que vous avez de la gestion de flux. Alors, j'ai pas de questions, je crois pas. J'ai un peu de troll. Le Minitel est supérieur à l'HTTP parce que ça fonctionne naturellement en mode stream full duplex. J'ai des petits trucs comme ça. Suffit de faire un jet new jet client. On a donc un métier facile. Et qu'est-ce qu'il y a on nous dit aussi change data capture, c'est une prison pour figer notre modèle et nous empêcher d'évoluer. Frédéric est content, alias Zigazoo, j'ai cité le Minitel. Donc, ah ouais, voilà. quand tu disais ça troll, ça. Alors, ouais, d'accord. Donc Yann m'avait prévenu que ça trollait pas mal. Ouais, non, c'est level expert chez nous. Hein. Mais ils sont sages ce soir. Je trouve qu'ils sont assez calmes, tout ça. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est un peu plus tôt. Je sais pas. Ils sont plutôt calmes. Non, du coup, moi, j'avais une question sur Jet, là, Zolcast Jet, plus sur le produit et l'utilisation. Aujourd'hui, tu as sans forcément dévoiler des noms de clients, etc., mais des volumétries ou des choses comme ça qui peuvent nous donner un indice sur l'utilisation qui en est faite en termes de volume de données, en termes de nombre de machines ou autre, de mémoire nécessaire. Je n'ai pas les métriques en tête. Mais par exemple, un des cas d'utilisation qui est notre cas d'utilisation classique, c'est la détection de fraude à la carte bancaire. Typiquement, ce que font les banques, en fait, quand vous payez avec votre carte bancaire, la banque, ce qu'elle veut, enfin, pas la banque, mais en l'occurrence le proxy, il veut savoir très très vite, le plus vite possible, si potentiellement quelle est la probabilité de fraude. Si le truc qui est lui retourné, ça prend 10 minutes, vous, en tant que client, ça va vite vous gonfler d'attendre 10 minutes à côté de votre terminal que Visa ou Mastercard vous ait donné le go. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va loader en mémoire le plus de données possible. Et quand on va y avoir une transaction, on va faire du computing dessus pour vérifier que, par exemple, si aujourd'hui vous payez avec votre carte bancaire, je ne sais pas, à Rouen, il y a 2 minutes, il n'y a pas une transaction qui est partie depuis Hong Kong. C'est ce genre de choses. Et donc ça utilise la Zolcast Jet. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les volumétries. Enfin, j'essaierai. Alors, au lieu de dire je vous donnerai, je vais être plus prudent. Je vais dire j'essaie de récupérer les volumétries. Et puis, ouais, je pourrais vous les donner et je pourrais les diffuser après. Ouais, voilà. Si ce n'est pas confidentiel, c'est juste pour avoir un ordre d'idée un peu de l'utilisation de l'outil. Mais déjà, c'est concret d'avoir de l'exemple que tu as donné. Là, ça donne vraiment une idée concrète de comment on utilise ça. Ouais, alors, c'est celle qui est la plus utile. Enfin, aujourd'hui, c'est notre c'est notre gros pourvoyeur. Ouais. Ouais, on me rappelle sur le chat que j'ai juste oublié de citer Flash quand même, parce qu'en plus du Minitel, on a parlé de Flash, parce qu'il y a Arnaud. Arnaud nous a dit qu'il suivait quand même, bien qu'il soit développeur Flash à la base. Voilà. Alors, sans parler de Flash, moi j'étais un grand fan de Flex, mais on pourra en discuter une dernière fois. Ouais. Tout ça à cause de Steve Jobs qui a tué Flash, ça a tué Flex. Bref, bon. Reprenons. Ouais. Donc maintenant j'ai parlé de tout ce truc de gestion de flux, il faut de la donnée. La donnée, comme c'est toujours un peu problème, si on veut des gros volumes de données, en tout cas de la donnée intéressante, il faut aller dans des entreprises et généralement elles ne sont pas super OK pour
pour filer leurs données. Donc, en fait, quand j'ai préparé ce talk, je me suis dit, je vais faire de l'open data. Donc, je suppose que vous avez au moins entendu parler du concept d'open data. Donc, open data, c'est à la data, ce que l'open source est au code, c'est-à-dire que c'est de la data qui est libre de droit et que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Sachant que derrière, bien sûr, il y a comment dirais-je, une hypothèse ou une idée derrière les organisations qui vous fournissent de l'open data, c'est que vous les utilisiez pour rendre service à la société, parce que la plupart des gens qui fournissent de l'open data, c'est des organismes institutionnels. Donc, j'ai listé quelques initiatives d'open data. Donc, en France, il y en a plusieurs. En Suisse, il y en a aussi un paxon. Et il y en a aussi au niveau de l'Union européenne. Je suis même tombé la dernière fois sur de l'open data en Californie. Donc, je pense que même si ce n'est pas un niveau national, vous pouvez l'avoir à un niveau local ou fédéral en fonction de votre pays. Bon, forcément, je suppose que la majorité des gens qui m'écoutent sont français, ou ils sont moins francophones. Mais je suppose que Belgique, etc., c'est la même chose. Alors, par contre, c'est là où commencent les soucis. Une fois que vous avez dit « je vais utiliser de la donnée open », voici 4 problèmes. L'accès, le format, quel est le standard qui est utilisé, et savoir si la donnée elle est correcte ou pas. Donc, je vais illustrer mon propos. Vous êtes développeur, vous voulez accéder à la donnée. Généralement, vous allez dire « alors, quelle librairie je vais utiliser? Est-ce que c'est une API REST, etc. » Et vous vous rendez compte dans les sites précédents que la plupart des sites, en fait, le concept même de web service leur est entièrement étranger. La plupart du temps, il faut récupérer un fichier avec toutes les problématiques que ça implique. Donc, typiquement, je vais récupérer un fichier, il est rafraîchi tous les combien de temps, etc. Bon, bref, c'est moins fun. Deuxième problème, vous dites « open data, c'est open format ». Ouais, alors je ne vous dirai pas le nombre de fichiers Excel que vous trouvez. Et encore, quand c'est du Excel, souvent c'est le nouveau truc Excel, ou potentiellement c'est un format Microsoft, mais qui est ouvert, qui est juste une archive VIP. Mais je suppose qu'il y a du vieux Excel qui est du binaire, complètement propriétaire. Et même si c'est ouvert, je vous laisse vous amuser en essayant de scraper un fichier PDF. Je n'ai jamais essayé, mais j'ai lu 2-3 trucs. Ce n'est pas super fun. Troisième problème, le standard. Donc, imaginons, vous avez de la chance, c'est un web service et c'est du REST et ça renvoie du XML. Ouais, mais quelle grammaire? Toujours le même problème de la grammaire. Même pas de JSON ou JSON Schema, c'est plutôt sympa, XML, etc. Ouais, mais quelle grammaire? Donc, il faut un standard qui est partagé. Donc, généralement, c'est en fonction d'un domaine. Puis, vous connaissez, je suppose, le petit comics XKCD. Donc, vous avez 14 standards qui sont en compétition. Vous allez dire, mais je vais faire le standard qui va remplacer tous les autres. Et à la fin, vous avez 15 standards. Bref, ça peut être aussi un problème. Et puis, la correctness, la correction, c'est quoi le mot français? J'utilise tellement de franglish, ça me fait pleurer, j'arrive même pas à trouver le mot. Yann, une aide là-dessus? La validité. Ouais, voilà, ce qu'on dit dans le chat, la validité. La validité, bon allez, alors la validité de la donnée, voilà, donc ce que vous voyez dans les deux colonnes, la colonne 2 et la colonne 3, ce sont des heures, minutes, secondes. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est quoi 25 heures, quoi? Donc, soit vous faites des hypothèses pourries en disant, ouais, alors 25 heures, c'est 1 heure après le jour, ou alors vous dites, ils sont vautrés, je vais dire que c'est 1 heure du même jour, ou vous ignorez complètement la donnée. Peut-être vous avez entendu dire que les data scientists qui pleurent que 80% de leur job, c'est nettoyer les données qu'on leur envoie. Quand vous faites de l'open data, ouais, c'est aussi 80, voire 90%, quoi. Finalement, je veux faire ma démo, je veux afficher tous les transports publics de Suisse sur une carte en quasi temps réel. Donc, je regarde, il y a une spécification qui existe qui s'appelle GTFS, General Transit Fit Specification.
Premier truc pas fun, en fait, ce n'est pas un standard public, c'est un standard qui est dicté par Google. Bon, OK, soit. Alors, à un moment, je pensais que c'était le Google Transit Field Specification, mais c'est juste General. Et puis, quand on creuse, en fait, il y a deux modèles. Il y a le modèle statique. Je ne vous lis pas le tableau parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais en gros, il y a deux choses à faire. Il y a le modèle statique, donc on va le télécharger en avance. Et comme son nom l'indique, c'est de la donnée qui ne va pas changer. Donc, par exemple, les arrêts, quand vous allez demander hey, où est mon bus, l'arrêt, il n'a pas changé. Donc ça, vous le téléchargez avant. Et puis, amusez-vous parce qu'il y a des fichiers qui sont requis, il y a des fichiers qui sont potentiellement requis, il y a des fichiers optionnels. Et puis, il y a le modèle dynamique. J'ai pris un petit peu de temps pour faire le diagramme UML parce que je me suis dit que c'était super sympa quand même. Donc, notre point d'entrée, c'est ce qu'on va recevoir. On va recevoir une enveloppe qui va s'appeler feed message. Et typiquement, elle a n feed entity et chaque feed entity a une vehicle position. Et vous dites, ah, finalement, je peux récupérer mon message, récupérer chaque feed entity et récupérer la position. Très bien. Il y a jusqu'à trouver mon provider. Mon provider, c'est une organisation qui s'appelle Swiss Public Transport. Il fournit tout. Et là, je dis, ah, super, il n'y a plus qu'à. Et je me retrouve avec de la donnée dynamique qui a cette tête-là. Et quand on voit ça, on se dit, mais où est la position? Et effectivement, en fait, eux, ils ne fournissent pas la position. Et puis, ils ne m'ont pas trop menti parce qu'effectivement, dans mon modèle classique, ici, c'était 0 ou 1. Et en fait, le truc de dire la position du véhicule, c'est 0 ou 1, c'est qu'en fait, les véhicules, dans ce cas-là, potentiellement, ils auraient une borne GPS et on saurait exactement où ils sont. Mais en tout cas, en Suisse, je ne sais pas. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va recevoir des trip updates. Et en fait, les trip updates, c'est une différence entre comment ça s'appelle, entre la timetable attendue et le délai qui est prévu. Donc, typiquement, vous savez que vous aviez une timetable, que le premier arrêt, il était à 10 heures, que le deuxième arrêt, il était à 10h05. En fait, ce qu'il va vous envoyer, c'est dire le deuxième arrêt, il y aura 1 minute de retard. Et là, on commence à trouver l'intérêt du stream processing parce que potentiellement, l'intérêt du stream processing, c'est de faire donc du processing dessus. Et si on vous envoie directement la position, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, mon pipeline de gestion de données, il commence à être plus intéressant. Donc, je vais lire un web service. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne fait pas partie des connecteurs classiques de JET. Donc, j'ai dû faire un custom connector qui va lire le web service. Il va récupérer l'enveloppe, la grosse patate, et il va la découper en plusieurs trip updates. Et puis, chaque trip update, je vais avoir plusieurs étapes pour l'enrichir. Parce que, comme je vous le disais, dans le trip update, je vais uniquement avoir l'ID de la route, l'ID du stop, etc. Donc, à chaque fois, je vais récupérer des données intéressantes. Mon front-end, il voulait les heures, il voulait que je les transforme en timestamp. C'est ce que je fais aussi dans mon pipeline. Et puis, à la fin, je vais tout mettre dans une IMAP IMDG. Ça me donne la chose suivante au niveau architectural à la fin. Donc, je vais avoir ici JET qui va tourner. Comme je vous le disais, JET, il a à l'intérieur un cluster. Il a un nœud AMDG. Lui-même, JET peut se clusteriser et donc les clusters AMDG vont se clusteriser. Les nœuds AMDG vont se clusteriser. Mais là, je vais faire la démo avec un seul nœud. Je vais avoir mon code pour charger les fichiers statiques. Donc, je vais l'envoyer à JET. JET va voir qu'il faut qu'il lise ces fichiers. Il va les lire et il va les stocker chacun dans une IMAP dédiée. Puis, j'ai un deuxième job qui va derrière, que je vais aussi envoyer à JET, qui va lire l'endpoint, qui va lire la donnée, qui va enrichir à chaque fois la donnée avec les données qui ont été préchargées via le premier job, et il va stocker le résultat dans une autre IMAP. Et à la fin, en front, je vais avoir une application Spring Boot qui va
avoir un event listener sur cette dernière IMAP qui va prendre les enveloppes JSON et qui va les stocker, qui va les envoyer dans une queue. Et j'ai mon front-end qui va ouvrir une WebSocket sur cette queue et à chaque fois, qui va pouvoir les traiter. Et donc, normalement, si tout se passe bien, c'est à ce moment-là que c'est la démo. Et donc, qui dit démo, dit bien sûr plantage. Donc, j'annonce la couleur tout de suite. Au pire, vous serez déçu. Au pire, pardon, ça sera normal. Et au mieux, vous serez déçu en bien, comme on dit en Suisse. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai préparé la chose, parce que comment ça s'appelle le charge. Oui. Juste une petite solution. Est-ce qu'on passe en full screen pour le chat là? Je ne sais pas si. Ah, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ouais. Moi, je l'ai dans le Zoom, alors ça ne me pose pas de problème. N'hésitez pas. Ok, OK. impeccable. Donc ça, je l'ai préparé. J'ai lancé un Node.js directement via IntelliJ. J'ai lancé mon job load static data. Ça a pris un petit peu de temps. Et normalement, maintenant, mes données statiques, elles sont prêtes. Donc maintenant, ce que j'ai juste à faire, c'est à lire le endpoint. Donc j'envoie le job. Voilà, donc là, le job a été envoyé. Le client, il a fini son boulot. Et normalement, maintenant, voilà. Donc maintenant, j'ai mon ClusterJet, en l'occurrence un seul nœud, serveur, qui va demander au endpoint, alors toutes les 30 secondes, parce que j'ai comment ça s'appelle le endpoint qui m'est fourni, il peut accepter une requête uniquement toutes les 30 secondes. Après, il pleure. Et à la fin, ce qu'il me reste à faire, c'est à lancer le front-end. Ça m'énerve un peu. Il devrait continuer. Donc, je pense... Ah non, c'est bon, il continue. Je peux le lancer directement. Voilà, donc là, lui, c'est un client du cluster. Et puis derrière, il commence à lire. Et maintenant, sous nos yeux ébahis, ou pas, ouais, alors ça commence pas bien. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer une nouvelle fenêtre privée. Voilà. Parfois, de temps en temps, il y a des problèmes de cache côté front-end. Et comme je suis une quiche en front-end, ce n'est pas moi qui l'ai fait le front-end. Donc, je décline toute responsabilité. Donc voilà, là, il a commencé à peupler. Donc, vous voyez qu'il y a des lignes de train, c'est celles qui sont rouges. Des lignes de bus, c'est celles qui sont en vert. Il y a des petits glitches d'affichage où il y a des choses qui ne sont pas au bon endroit. Mais typiquement, si j'arrive à montrer un endroit qui marche bien, par exemple en allant à Genève, ouais, et là, ma machine, elle est devenue super lente. Ouais, bon, ma machine a un peu du mal, là. Il faut savoir que comme j'ai préchargé les fichiers statiques, ça me prend environ 24 gigas. Donc, T'es joueur. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, normalement, vous pouvez... est-ce que je prends... voilà, vous pouvez voir le nom des lignes. Et puis, je fais la personne qui l'a codé fait de l'interpolation. Ça veut dire que le bus est passé à cet arrêt à tel temps. Il doit passer à cet arrêt à tel temps. Donc, je le déplace en fonction. Il y a aussi des petits problèmes. On ne suit pas exactement la route, forcément, parce qu'en fait, moi, j'ai que la position, latitude, longitude des arrêts. Donc, en fait, entre deux arrêts, je trace une ligne droite. Il y a plein d'améliorations. Si vous êtes un peu dans le front-end, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ce que je vais faire, je vais arrêter. Et pendant ce temps, il va gentiment lire la queue. Donc déjà, je vais arrêter ça. Parce que là, sinon, il va m'éclater le reste du temps. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter le cluster. Et côté front-end, normalement, il doit continuer sa vie.
sans trop de problèmes. Mais ça me libérera un petit peu de mémoire parce que, ouais. Bon, sinon, vous voyez que ça déroule côté. Donc là, c'est ce qui fait. En fait, là, c'est l'événement que j'envoie côté client, enfin, que je stocke dans l'IMDJ et qui est lu côté client. Il a déjà été enrichi via les différentes maps qui sont encore en mémoire. J'aimerais bien qu'il arrête, mais le problème, c'est que quand il y a un client qui est encore connecté, il doit un petit peu gueuler. Allez. Est-ce que ça marche mieux? Ouais, ça marche un petit peu mieux. Ah ouais. Et au passage, je vois que dans le chat, on met correctness égale exactitude, sinon, à la place de validité. Exactitude, c'est bien mieux, ouais, tout à fait. Donc le problème, c'est que ouais, mon browser aussi, il n'aime pas trop, parce que là, l'application JavaScript, elle prend aussi pas mal de place, vu que j'ai tous mes trains et mes bus. Mais c'est un peu le concept, quoi. Ça va un peu mieux là. Exactitude, j'aime beaucoup. Donc voilà, normalement, ça donne ça en temps réel. Hop. Pardon, quasi temps réel. Encore une fois, le temps réel, ça n'existe pas. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et, après, moi, je sais que pour avoir travaillé pas mal avec des IHM front où tu as des cartes avec des trucs à afficher, c'est aussi parfois effectivement le navigateur qui est le bottleneck et qui n'arrive pas à t'afficher tous les points et tout ça. Donc, je pense qu'avec non seulement tes données, tes serveurs qui tournent en local, plus éventuellement le front qui a du mal, on peut le voir parce que ça, c'est mon appli Spring Boot front. Et elle continue à alimenter des trucs dans la queue. C'est ce qu'elle fournit, c'est ce qu'elle passe via la queue. Donc, on voit qu'elle en a encore. En fait, la queue a dû augmenter en taille. Et, bref. Elle dépile encore, quoi. Ouais, elle dépile encore. Mais bon, et je trouve que la démo est sympa et surtout, vous pouvez l'essayer chez vous parce que normalement, après, il faut une machine un petit peu sympathique, mais ça peut le faire. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que surtout vous avez le temps si on regarde un peu le code assez rapidement ou si je vais directement à la conclusion? Et franchement, les deux me vont. Donc, il ne faut pas vous sentir obligé. Je sais pas, moi j'ai encore du temps. Le code, on me dit dans le code. Dans le chat. Alors, en sachant que tout est sous GitHub, donc il ne faut pas s'inquiéter. Le plus simple, déjà à commencer, c'est le stream dynamic. Donc ça, c'est le truc qui va aller appeler le endpoint. Donc, c'est du Kotlin. Est-ce que le Kotlin vous donne de l'urticaire? Est-ce que vous arrivez à le lire? Ça ressemble un petit peu à du Scala et à du Java. Donc, normalement, ça devrait être bon. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, là, en fait... Bon, ouais. Donc là, ce que je vous disais, j'ai de mon côté un nœud et de l'autre côté, j'ai mon code. Donc, j'utilise ça, c'est un client, en fait. Et derrière, je vais soumettre le pipeline que j'ai créé ici en tant que job avec la job config. Et si vous lisez le pipeline que j'ai écrit ici, il ressemble furieusement à la slide que j'avais ici. Donc, vous pouvez lire la source, les splits, les enrichments, les transforms. En fait, ça se lit de la même manière. Donc, je flatmap le payload. Je vais enrichir en utilisant une IMAP. Map using service, ça veut dire que c'est plus compliqué que juste de dire dans ce payload JSON, j'ai un ID, puis je vais juste prendre l'ID qu'il faut d'une autre IMAP. Ça veut dire que j'ai des trucs un petit peu plus cossus à faire. Là, j'ai mon mapping des heures dans les timestamps. Pic, ça me permet d'écrire dans la log. Je le transforme en entry parce que derrière, je vais l'écrire dans une map. Et puis derrière, je l'écris dans la map d'update auquel l'application va s'abonner. L'intérêt, c'est que normalement, j'ai deux sources possibles. Quand je ne suis pas lié à Internet, normalement, j'ai un truc qui s'appelle mock service. Donc, je lis des fichiers
que j'ai déjà enregistrés qui sont censés être la réalité. Ou sinon, je vais lire le remote service. Et le remote service, son gros truc, c'est dire, alors, on va oublier ça pour l'instant, on va juste se focaliser là-dessus. Donc, typiquement, je vais lire une URL, et puis derrière, si le résultat, c'est une failure, je l'écris dans la log. Généralement, ça n'arrive pas trop. Et sinon, je prends le buffer et je le donne à Jet. Et Jet, il se débrouille. Ça, je suis obligé de garder ici et ici pour dire que juste, je ne veux pas lire plus d'une fois toutes les 30 secondes, sinon je me reçois une exception 429, too many requests. Donc en fait, Jet est aussi capable de garder de l'état. En fait, on essaye toujours d'avoir de la programmation fonctionnelle, donc pas avoir d'état. Mais typiquement ici, là, je suis obligé de lui passer un état pour dire hey, la dernière fois que je t'ai appelé, est-ce qu'il s'est passé suffisamment de temps? S'il s'est fait passer suffisamment de temps, alors oui, fais l'appel HTTP. Bah, sinon, tu m'appelles la prochaine fois tranquille, puis on verra après. Et puis bien sûr, bah, une fois que tu m'as appelé, je reset le counter. Donc ça, c'est un field buffer. Enfin, cette classe field buffer, c'est uniquement une custom source. Donc, en fait, c'est juste un BigConsumer. Alors, pourquoi pas un BigConsumer et un BigConsumer X? C'est parce que BigConsumer X a la propriété d'être serializable. Et on utilise beaucoup le fait que ça soit serializable dans Jet parce qu'on est obligé de transférer de la donnée via le réseau. Maintenant, un peu plus compliqué, mais je pense que c'est moi-même qui l'ai compliqué. Ici, pour les fichiers statiques, j'ai une fonction pipeline que j'ai essayé de rendre générique qui s'applique à tout. Et le problème, c'est que pour des trucs simples, ça passe bien. Pour des trucs un peu plus compliqués, je suis obligé de faire des merges. Mais typiquement, il y en a un truc très simple. Le stop, c'est juste un pipeline où je lui passe le nom de l'IMAP et une fonction qui s'appelle toStop, qui dit quand tu récupères cet objet-là, tu le transformes en JSON, et puis tu dis, voilà, l'ID, ça va être à cet endroit-là, le stop time, ça va être à cet endroit-là, le stop late, ça va être à cet endroit-là, parce que derrière, mon fichier initial, donc si je prends le truc qui s'appelle, je l'ai dit juste avant, toStop, les stops, voilà, c'est des fichiers CSV. Donc typiquement, je vais dire le premier, c'est l'ID. Le deuxième, c'est son nom. Le troisième, 0, 1, 2. Le deuxième, c'est sa latitude et après, c'est sa longitude. Donc là, j'ai essayé d'être intelligent, mais ça rend le code pas super lisible. Donc je me demande si c'est une bonne idée. Mais bref, voilà. En tout cas, sur les pipelines simples. Tu disais c'est sur GitHub, tu as moyen de nous envoyer le lien? Alors, sur le chat. Regarde, je vais reprendre ma démo, mon slide, et tu verras que tout sera sur la dernière slide. Ok. Donc, wrap up. Donc, le streaming, ça a beaucoup de bénéfices. Une fois que vous êtes rentré dans le monde du streaming, vous voulez vous amuser ou même vous pouvez faire votre propre application pour donner au monde, vous pouvez utiliser l'open data. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'intérieur de votre entreprise qui vous donne ces données. Par contre, dès lors que vous utilisez l'open data, faites super gaffe. C'est pas parce que c'est open que c'est facile. Par contre, j'espère que vous avez aimé la démo parce qu'on peut vraiment faire des trucs super cool. Par rapport aux liens, bien sûr, vous pouvez lire mon blog, parce que bien sûr, c'est important. Vous pouvez me suivre sur Twitter, ça aussi, c'est super important. Important aussi, le site de Jet, la spécification GTFS et le lien GitHub qui vous permettra de faire ça chez vous. J'ai essayé d'avoir un bon README. Si le README n'est pas suffisant, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'essaierai de l'améliorer. C'est toujours la même chose, quand on est dedans, ça a l'air simple, et le documenter, c'est toujours compliqué. Donc, si vous avez un regard extérieur et que vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me faire une PR ou même à ouvrir un issue, ça me fera plaisir. Et voilou. Eh ben, écoute, super, merci à toi. Moi, je vois que merci à vous.
Ils sont en train de me recopier les liens vers le Twitter, le GitHub, etc. directement dans le chat. Donc, Cool, merci beaucoup. il y en a qui se sont débrouillés tout seuls comme des grands pour trouver tout ça. Est-ce que j'ai loupé des choses dans le chat? Ça a pas mal trollé pendant que tu faisais ta démo. Donc, le code, c'est bon. On est codeur en scène, ce serait dommage qu'il n'y ait pas de code. Donc, j'ai eu du Java, c'est dépassé, ça existe encore, Go Kotlin. Voilà, Adobe a annoncé la fin de Flash, on peut espérer qu'Oracle va annoncer la fin de Java. Bon, ça te donne le niveau du chat. Voilà, mais sinon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas dans le chat à les poser. En tout cas, j'ai pas mal de merci. Talk super Merci à intéressant, vous. me dit-on. Cool, ça fait plaisir. Ouais, moi j'avais une question. Donc là, tu nous as parlé au tout début du batch, ensuite tu nous as parlé du stream processing, etc. Euh, on en est où de tout ce qui est entre guillemets architecture lambda où on traite tout en parallèle, etc. Tu n'as pas trop Mais évoqué c'est ce dépassé sujet-là. l'architecture lambda. Voilà. Non, alors, j'avais commencé à écrire un article dessus, et puis je trouvais ça tellement bullshitty que j'ai arrêté. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant, l'architecture lambda, c'est dire, voilà, en fait, on va avoir deux lignes de traitement. On va avoir une ligne de traitement par lot qui va avoir les résultats corrects, mais après que le batch soit exécuté. Et en parallèle, on va avoir une ligne de stream processing qui va vous donner les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, potentiellement, ils seront erronés parce qu'on ne sera pas à la fin de l'heure, à la fin du mois, etc. Le peu que j'ai lu, parce que là, j'ai vraiment pas d'expérience en prod du tout, c'est que c'est pas une excellente idée. Il faut impérativement reproduire les algorithmes dans deux technologies différentes, parce que typiquement, il n'y a pas une technologie qui sait faire à la fois du traitement par lot et du streaming de manière intelligente. Donc, l'architecture lambda, elle a été remplacée par l'architecture Kappa. Et Kappa, c'est dire, en fait, il suffit juste d'avoir une API de stream processing qui sait vous donner des résultats au moment où il faut, précis. Donc, typiquement, si vous avez des fonctions d'agrégation, par exemple, on est capable de dire, donne-moi, je ne sais pas, je veux avoir, encore une fois, mes sales, puis je veux avoir les résultats chaque heure, parce qu'on a fait comme ça toute la vie, et puis mon directeur de supermarché, il a 50 ans, qui ne veut pas changer, qui veut avoir les résultats des sales toutes les heures. Vous allez dire, je vais avoir une window qui va faire 1 heure, et puis derrière, je l'agrège les trucs qui veut bien. Donc moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, j'ai bien compris l'intérêt du stream processing, j'ai les données au fur et à mesure qu'elles arrivent, et puis derrière, j'ai ma window qui me donne aussi les données pour mon directeur de magasin. Et puis ça, c'est encore pas assez bien, parce que typiquement, la plupart du temps, tout ça, c'est éphémère. Et donc, si vous arrêtez votre stream, vous avez perdu, il y a un risque que vous ayez perdu vos données. Donc maintenant, il y a architecture MU. Et MU, c'est juste de dire qu'on va stocker tout ça sur disque. Voilà. Donc ça, c'est les dernières choses que j'ai lues et que je me suis documenté. Mais voilà. Moi, je l'explique en 5 minutes. Ça me paraît déjà beaucoup. Et je ne me vois pas parler 45 minutes sur un truc aussi abstrait, quoi. Ouais, mais c'était intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, je trouve. Et je peux confirmer, pour en avoir fait, que la grosse difficulté, c'est réconcilier tes données temps réel et tes données batch. Parce qu'en fait, quand tu présentes au client un truc en temps réel avec un certain résultat, puis que 1 heure, 3 heures, 24 heures après, tu lui présentes un résultat consolidé avec des grosses différences, la première question qu'il va te poser, c'est « Mais je ne comprends pas, parce que j'ai regardé les données toutes les heures et j'avais ça, puis là, au bout de 24 heures, j'ai un truc qui est différent de la somme de toutes les heures. » Et en fait, tu passes plus de temps à expliquer pourquoi il y a des différences que voilà. Donc c'est même fonctionnellement, en fait, c'est. Ouais, alors normalement, de ce que j'ai compris en architecture lambda, tu fais une façade et puis tu essaies justement de masquer ce bordel au client. C'est-à-dire, en fait, tu lui files des données temps réel et puis quand tu as les bonnes données, tu lui affiches les bonnes données. Ouais. Et ça évite effectivement de passer des heures à discuter sur des « Ah oui, mais pourquoi ?» Bon, sur le chat, ça s'est endormi. Je ne sais pas trop. Ils sont partis prendre l'apéro ou manger. Je n'ai pas eu trop d'autres réactions. C'est le moment pour les questions, les gens. Si vous n'hésitez pas.
Parce qu'après, on va couper, ça sera trop tard. Il faudra les poser sur le Slack Codeur en scène éventuellement ou directement Alors, je ne suis par malheureusement Twitter pas à sur le Nicolas. Slack. Ouais, je ne suis malheureusement pas sur le Slack Codeur en scène parce que je suis malheureusement sur beaucoup trop de Slack déjà. On pourra t'en Oui, soumettre. ouais, si vous m'envoyez un petit DM sur Twitter, il n'y a pas de souci, mes DM sont ouverts. Ça marche. En tout cas, moi, je trouve que c'était super intéressant. Moi, personnellement, je ne connaissais pas le Hazelcast Jet, donc Ok, cool. ça donne l'occasion de découvrir et puis ça éveille la curiosité. Hein. Et non, écoute, je pense que c'était intéressant. J'ai essayé de suivre un petit peu. Je pense qu'on est monté à plus d'une trentaine de personnes connectées en parallèle sur le stream, donc c'est plutôt pas mal hein, pour une période de confinement à l'heure de l'apéro. La Ah non, on n'est pas qualité, en c'est confinement, on est en important. couvre-feu. Mais merci de non, votre non, invitation. Merci de merci à votre toi. attention. Et puis, ouais, bonne chance si vous habitez dans une ville, une zone qui est encore qui est soumise au couvre-feu. Ouais, on a des annonces qui vont pas tarder à arriver. Je crois que ça va, ça va s'étendre malheureusement, mais ça tombe bien. On a plein de meet-up qui arrivent au mois de novembre. On a demandé à Manu Macron de faire le couvre-feu à 21h partout pour que tout le monde soit en direct sur les meet-up Twitch de Codeur en scène. Donc, ça, ça devrait être pas mal. On a le bras long chez Codeur en Malheur est scène. bon. Voilà. Donc, je rappelle. Merci encore et bonne fin de soirée. Ouais, bonne fin de soirée à toi, Nicolas. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle à tout le monde, donc tous les mardis et jeudis, du 3 novembre au 1er décembre, à 21h sur Twitch. Inscrivez-vous au meet-up à venir. Et donc, le prochain, c'est pourquoi tout bon développeur devrait pratiquer des tests automatisés avec Captain Dev. Merci à tous. Et on a encore des talks comme ça, quoi. J'espère que tout le monde en est convaincu. Ah, mais il faut tout pour faire un monde, tu sais. Tu as les développeurs seniors, les juniors, et puis ceux qui s'y intéressent. On a pas mal d'étudiants dans les personnes qui viennent aussi. Et c'est des choses qui sont toujours utiles de rappeler, moi, je trouve, en fait. Très bien. Voilà. Bonne chance. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.